Mardi matin, le pays retient son souffle. Au point de contrôle du Nord, des centaines de camions chargés de semences et d'engrais occidentaux sont immobilisés. Des soldats remettent des papiers frappés du sceau présidentiel et l'interdiction des importations agricoles devient officielle malgré un choc commercial présenté comme 2,7 milliards de dollars, dénonçant des graines coûteuses impossibles à replanter et des engrais accusés d'avoir durci la terre. Ailleurs, des experts annoncent l'effondrement et la famine, tandis que des villages applaudissent et pleurent. Que devient la table des familles quand Ibrahim Traoré rompt la dépendance ? Le sol soudain prend la parole. Ce qui se joue ici dépasse une simple décision agricole et mérite d'être suivi pas à pas. Dans cette histoire, le public va comprendre comment une interdiction brutale de produits occidentaux transforme un système entier, pourquoi elle provoque à la fois peur et adhésion, et en quoi elle touche directement la nourriture, les prix, la dignité et le pouvoir de décision d'un pays entier, bien au-delà des champs. L'enjeu central tient en une promesse claire: reprendre le contrôle de ce qui nourrit la nation, même au prix d'un choc immédiat, afin de sortir d'un modèle présenté comme moderne, mais vécu comme une dépendance silencieuse. À travers le cas du Burkina Faso, il devient possible d'observer un affrontement entre deux visions: sécurité importée contre souveraineté locale, rendement rapide contre autonomie durable. Le récit ne vise pas à convaincre, mais à exposer les mécanismes, les risques assumés et les paris politiques derrière cette rupture. Car lorsque Ibrahim Traoré parle de liberté, il ne s'agit pas d'un slogan, mais d'un choix mesuré à l'aune de ses conséquences concrètes. La rupture annoncée a d'abord été chiffrée comme une perte: 2,7 milliards de dollars d'importations agricoles supprimées d'un trait. Mais quelques mois plus tard, un autre chiffre circule dans les rapports nationaux: 1,4 milliard de dollars de production locale générée, un résultat inattendu pour un pays que beaucoup prédisaient au bord de la famine. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au système qui précédait le décret. Pendant des décennies, l'agriculture du Burkina Faso reposait sur des intrants importés: semences hybrides non replantables, engrais chimiques coûteux, contrats dictant quoi planter et quand vendre. Ce modèle promettait des rendements, mais enfermait les agriculteurs dans une dépendance continue aux fournisseurs étrangers. Les sols s'appauvrissaient, les coûts augmentaient et la marge de décision locale se réduisait. Lorsque Ibrahim Traoré signe l'interdiction, le geste est présenté à l'extérieur comme irrationnel. Les avertissements se multiplient: pénurie, flambée des prix, isolement économique. Pourtant, sur le terrain, la lecture est différente. Dans de nombreux villages, la décision est comprise comme la fin d'un contrat invisible qui liait les mains tout en prétendant aider. Les récits des anciens, capables autrefois de nourrir des familles entières avec des cultures locales, refont surface. Le contexte régional amplifie l'enjeu. Le Sahel est marqué par l'instabilité sécuritaire, la pression démographique et la volatilité des marchés mondiaux. Dans ce cadre, dépendre d'une chaîne d'approvisionnement externe devient un risque stratégique. Le choix du gouvernement s'inscrit alors moins comme une rupture idéologique que comme une tentative de rééquilibrage: accepter un choc immédiat pour réduire une vulnérabilité structurelle. Un point change la lecture. Ce qui était présenté comme une perte nette s'inscrit aussi comme un transfert de valeur du commerce importé vers la production interne, avec des effets sociaux et politiques qui dépassent largement les chiffres. Dans les villages, les premiers effets ne se lisent pas dans les statistiques, mais sur les visages. À San Matenga, un agriculteur âgé, Yacouba, devient malgré lui une figure repère. Depuis 60 ans, il travaille la même parcelle, autrefois nourrie, sans produits importés. Lorsque l'interdiction entre en vigueur, il craint de ne pas savoir refaire les gestes anciens. Puis il se souvient: mil, sorgho, niébé. Des semences locales conservées par quelques familles, presque oubliées, ressortent des greniers. Les premières semaines sont tendues, les champs paraissent non plus fragiles, les récoltes incertaines. Des agronomes envoyés par l'État circulent de village en village pour transmettre des méthodes simples: compost à base de fumier et de cendres, rotation culturale, protection naturelle des sols.
Les radios communautaires diffusent chaque jour des conseils pratiques, transformant l'apprentissage agricole en rituel collectif. Chez les femmes, l'impact est immédiat. Des groupes se forment pour produire et vendre du compost naturel, créant des revenus modestes mais locaux. Les enfants participent, apprenant à planter et mélanger la terre, non comme une corvée, mais comme une transmission. Le travail devient à nouveau visible, partagé, assumé. Ces changements précoces ne signifient pas confort. Les marchés sont plus calmes, certains produits manquent et l'inquiétude demeure. Pourtant, un sentiment nouveau apparaît, la certitude que l'effort, même risqué, appartient à ceux qui le fournissent. Ce basculement psychologique compte autant que les récoltes. À travers ces trajectoires individuelles, la décision politique cesse d'être abstraite. Elle s'incarne dans des gestes quotidiens, fragiles mais assumés, qui redonnent un sens concret au mot souveraineté. Avant le décret, les chaînes d'approvisionnement semblaient immuables. Après la signature, tout s'accélère. Les postes de contrôle se mettent en place, les camions sont immobilisés, les contrats gelés, et l'interdiction des semences et engrais occidentaux devient effective en quelques heures. Pour Ibrahim Traoré, l'objectif est simple. Rompre net, sans période grise qui laisserait la dépendance se réinstaller. D'abord, le choc est immédiat. Les marchés urbains réagissent immédiatement. Les prix du riz importé et du maïs doublent dans certaines zones, les étals se vident plus tôt dans la journée, et les commerçants hésitent à réapprovisionner. Les médias occidentaux parlent de décisions suicidaires. Les institutions financières internationales alertent sur un risque d'effondrement rapide. À l'intérieur du pays, l'inquiétude est réelle, mais contenue. Les villages s'organisent, conscients que le retour en arrière n'est plus une option. Ensuite, la tension monte. Les entreprises étrangères suspendent dans leur livraison. Des réunions d'urgence se tiennent à Bruxelles et à Washington. Le Fonds monétaire international qualifie la mesure de nationalisme agricole. En parallèle, les autorités burkinabées lancent l'opération Souveraineté verte destinée à coordonner la transition. Des scientifiques, des agronomes et des fonctionnaires sont déployés sur le terrain. Les radios nationales relaient un message simple. Produire avec le sol, pas contre lui. Puis viennent des répliques, plus diffuses mais profondes. Dans plusieurs provinces, des cérémonies symboliques voient des agriculteurs brûler d'anciens paquets de semences importées, qualifiés de funérailles de la dépendance. Les coopératives locales se multiplient, des bibliothèques de graines indigènes rouvrent. Les jeunes, souvent tentés par l'exode, s'engagent comme volontaires pour distribuer du compost et aider aux cultures. Au sommet de l'État, la pression ne faiblit pas. Pour stabiliser l'économie, le gouvernement utilise des réserves d'or afin d'acheter des biens essentiels et du carburant. Des fonctionnaires acceptent de reverser une partie de leur salaire à un fonds de soutien aux agriculteurs les plus fragiles. Le Parlement, d'abord critique, commence à se diviser entre opposants prudents et partisans résolus. Ce déroulé révèle une logique précise. Provoquer un choc contrôlé pour forcer l'adaptation collective. La décision n'est plus seulement un décret, mais une séquence d'actions coordonnées, de résistance et d'ajustement. Chaque étape renforce l'idée que la souveraineté n'est pas déclarée, mais éprouvée dans le temps, au prix d'une tension assumée. Au départ, le Burkina Faso dépendait massivement d'intrants importés. Après la rupture, la production locale devient l'axe central du système. Ce passage d'un état initial à la nouvelle trajectoire n'est pas immédiat, mais il est mesurable à travers quelques indicateurs clés utilisés par le gouvernement pour défendre la décision portée par Ibrahim Traoré. Un premier repère concerne le commerce extérieur. Avant l'interdiction, les importations de semences et d'engrais occidentaux représentaient 2,7 milliards de dollars par an. Ce montant traduit une dépendance structurelle à des fournisseurs externes, drainant des ressources financières hors du pays. Après la mise en œuvre du décret, cette valeur disparaît presque entièrement des échanges, provoquant un choc visible, mais aussi une libération de marge budgétaire. Un second repère porte sur la réponse interne. En moins de 6 mois, les autorités annoncent 1,4 milliard de dollars de production agricole locale issue de cultures indigènes. Ce chiffre ne signifie pas un profit net immédiat, mais un volume de valeur créé sur le territoire. Il reflète l'activation rapide de terres auparavant sous-utilisées et la mobilisation d'une main-d'œuvre locale élargie. Un troisième repère, souvent évoqué dans les débats internes,
concerne les prix alimentaires. Dans les premières semaines, le prix du riz importé et du maïs double sur certains marchés urbains. Cette hausse indique un ajustement brutal de l'offre, révélant la fragilité de la dépendance aux importations. Cependant, à mesure que les circuits locaux se réorganisent, les variations se stabilisent sans provoquer de pénurie généralisée. Ces chiffres sont utilisés avec prudence par les autorités. Ils ne servent pas à affirmer une réussite totale, mais à démontrer une trajectoire. La perte commerciale initiale est présentée comme un coût assumé comparable à un investissement forcé. La production locale, même inférieure au volume importé antérieur, est décrite comme plus résiliente car moins exposée aux chocs extérieurs. Dans les campagnes, les données prennent un sens concret. Les rendements des cultures traditionnelles restent inférieurs aux standards intensifs, mais les coûts de production chutent fortement. L'absence d'achat d'intrants importés réduit l'endettement des agriculteurs. Les échanges entre provinces compensent partiellement les déficits locaux, créant un réseau interne plus dense. Sur le plan politique, ces preuves chiffrées jouent un rôle central. Face aux critiques internationales, le gouvernement insiste sur la comparaison avant-après plutôt que sur les volumes absolus. Le message est constant, la question n'est pas de produire plus immédiatement, mais de produire sans dépendre. Dans cette logique, Ibrahim Traoré ancre son discours dans une temporalité longue, acceptant des indicateurs imparfaits à court terme pour défendre une autonomie progressive. Ainsi, les chiffres ne racontent pas une victoire éclatante, mais un déplacement. Ils montrent comment une économie agricole passe d'un modèle importé, vulnérable et coûteux à un système plus sobre, plus local et politiquement maîtrisé, au prix d'ajustements visibles mais calculés. Les opposants à la décision avancent d'abord un argument de sécurité alimentaire. Selon eux, rompre avec des intrants importés réduit mécaniquement les rendements à court terme, expose les villes à des hausses de prix durables et accroît le risque de pénurie pour les ménages les plus pauvres. Dans un pays déjà fragile, cette trajectoire serait jugée imprudente, car elle échange une dépendance contrôlée contre une incertitude agricole diffuse. Un second argument, plus structurel, concerne l'isolement économique. Les critiques estiment que l'interdiction envoie un signal hostile aux partenaires internationaux, fige des capitaux et compromet l'accès futur au financement, aux technologies et au marché. Dans cette lecture, l'agriculture n'est pas un secteur isolé, mais un nœud connecté aux devises, à l'énergie et à la stabilité macroéconomique. Couper ce nœud risquerait de fragiliser l'ensemble. Ces objections sont cohérentes, surtout si l'on privilégie l'efficacité immédiate et la prévisibilité. Elles reposent sur une logique de continuité, maintenir l'existant, l'optimiser et amortir les chocs externes par l'intégration. Le pari inverse, celui d'une rupture, apparaît alors comme un saut dans l'inconnu. La réponse des autorités ne nie pas ces risques, elle les hiérarchise. Le gouvernement reconnaît des rendements plus faibles à court terme et des tensions de prix transitoires. Mais il oppose à ces coûts la vulnérabilité stratégique d'un système dépendant d'importations, exposé aux sanctions, aux ruptures non logistiques et aux fluctuations de devises. Dans un contexte sahélien instable, cette dépendance est perçue comme un danger supérieur. Plutôt que de promettre une abondance rapide, la réponse insiste sur la résilience. Produire moins, mais produire sans conditions externes. Réduire les volumes, mais restaurer la capacité de décision. Dans ce cadre, la souveraineté alimentaire n'est pas définie par l'autosuffisance parfaite, mais par la possibilité d'arbitrer sans contrainte. Ainsi, le débat oppose deux rationalités légitimes, l'optimisation d'un système existant contre la reconstruction d'un système autonome. La question n'est pas de savoir laquelle est sans risque, mais laquelle accepte quel type de dépendance. Ce basculement marque un changement de cadre. Jusqu'ici, la décision pouvait être lue comme une mesure économique risquée. À ce point médian, elle apparaît comme un geste symbolique structurant. En déclarant une journée nationale du sol, Ibrahim Traoré transforme la terre agricole en référent commun, partagé par les agriculteurs, les soldats, les étudiants et les fonctionnaires. À midi, le pays s'arrête. Les pieds touchent la terre. La terre. Le silence remplace les discours. Cette scène,
largement relayée, n'est pas anecdotique. Elle signale que la réforme ne vise plus seulement la production, mais l'identité collective. Le sol n'est plus un simple support de rendement. Il devient un marqueur de dignité retrouvée. Dans un État souvent fragmenté par les crises sécuritaires et économiques, ce symbole offre un point d'ancrage transversal. La révélation tient à ce déplacement. La politique agricole sert de langage commun pour parler d'autonomie, de respect de soi et de continuité historique. Les anciens y voient la reconnaissance de savoir dévalorisé. Les jeunes y lisent une promesse de sens, même sans richesse immédiate. Les institutions y trouvent un récit capable de justifier l'effort demandé. À partir de ce moment, la réforme cesse d'être défensive. Elle devient affirmative. Le pays n'explique plus ce qu'il refuse, mais ce qu'il choisit. Ce pivot change la perception interne et externe. La contrainte se mue en déclaration, et la terre, longtemps marginalisée, devient le centre de gravité du projet national. Les effets de la rupture ne se répartissent pas uniformément, ils se déclinent selon les acteurs et les échelles. Pour l'État, la priorité devient la stabilisation. Les importations agricoles diminuent fortement, ce qui allège la facture extérieure, mais exige des arbitrages rapides. Les réserves sont mobilisées pour sécuriser carburant et biens essentiels, pendant que l'administration coordonne les flux internes de semences et de denrées. Cette centralité accrue de l'action publique redéfinit le rôle de l'État, moins comme acheteur sur les marchés mondiaux que comme organisateur d'un système domestique. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette logique pour affirmer une capacité de décision retrouvée, même sous pression. Du côté des entreprises et des marchés, l'ajustement est plus heurté. Les importateurs voient dans leurs activités se contracter. Les commerçants urbains font face à des variations de prix et à une demande instable. A l'inverse, des initiatives locales émergent, coopératives de transformation, circuits courts, échanges interprovinciaux. Le tissu économique se recompose, perdant en fluidité internationale, mais gagnant en densité locale. Cette transition crée des perdants visibles, mais aussi des opportunités nouvelles, moins spectaculaires, mais plus enracinées. Pour les agriculteurs et les ménages ruraux, les conséquences sont à la fois matérielles et symboliques. Les rendements initiaux restent modestes, et le travail s'intensifie. Cependant, la baisse des coûts d'intrants et la disparition de l'endettement lié aux semences importées changent l'équation. Les familles consomment une part plus importante de leur propre production. Les échanges de surplus entre villages renforcent les solidarités. Le sentiment de vulnérabilité ne disparaît pas, mais il est compensé par la maîtrise du processus. À l'échelle régionale, la décision produit un effet d'entraînement. Des pays voisins observent attentivement l'expérience. Des responsables maliens et nigériens évoquent publiquement des mesures similaires. En Europe, des diplomates expriment leur inquiétude, non tant sur les volumes agricoles que sur la perte d'influence. Le débat glisse de la nourriture vers le contrôle. Cette relecture géopolitique confère à la réforme une portée qui dépasse largement le Burkina Faso. Et pour finir, pour les communautés extérieures au pays, notamment dans la diaspora et parmi les agriculteurs afrodescendants, l'histoire résonne comme un miroir. Des messages de soutien circulent, liant la question du sol à celle de l'autonomie culturelle. Ce retentissement international inattendu renforce la position interne du gouvernement. Ainsi, les conséquences ne se résument ni à un succès éclatant, ni à un échec annoncé. Elles dessinent un paysage contrasté où chaque acteur supporte un coût différent et perçoit un bénéfice spécifique. La réforme redistribue les contraintes et les marges de manœuvre, redéfinissant qui décide, qui supporte et qui espère. À l'horizon de 6 à 12 mois, l'évolution du système agricole dépend moins d'un événement unique que d'une combinaison de choix, de contraintes et d'ajustements cumulés. 3 scénarios dominent les analyses internes, chacun révélant une logique différente. Dans une trajectoire de stabilisation, la transition se stabilise sans accélération spectaculaire. Les rendements progressent lentement grâce à l'apprentissage des pratiques locales, tandis que les prix alimentaires restent volatiles mais contenus. Les circuits interprovinciaux se renforcent, réduisant les pénuries ponctuelles. L'État
conserve un rôle central de coordination. Ce scénario n'apporte pas d'abondance immédiate, mais il consolide une autonomie minimale suffisante pour éviter un retour aux importations massives. Dans une trajectoire plus favorable, les coopératives gagnent en efficacité, les semences indigènes sont mieux sélectionnées et la diffusion des techniques de compost améliore les sols plus rapidement que prévu. Les coûts de production chutent, permettant une baisse progressive des prix locaux. La confiance attire des investissements ciblés dans la transformation et le stockage. Le pays devient une référence régionale, non par ses volumes, mais par sa capacité à organiser une agriculture résiliente et transmissible. Dans une trajectoire plus difficile, des chocs externes s'additionnent, aléas climatiques, tensions sécuritaires, ruptures logistiques internes, les rendements stagnent, la fatigue sociale s'installe et la pression politique s'intensifie dans les villes. Dans ce cas, l'État serait contraint d'assouplir certaines interdictions pour éviter une crise sociale. La souveraineté resterait un objectif, mais sa mise en œuvre serait partielle et réversible. Ces scénarios partagent un point commun. Aucun ne repose sur un retour simple au passé. Le système a été déplacé. La question n'est plus de savoir s'il faut dépendre ou non, mais jusqu'où accepter la contrainte pour préserver la capacité de choix. Un conseil revient souvent dans les débats. Juger la transition à partir de trajectoires, non d'instantanés, comparer des vulnérabilités, non des idéaux, accepter des compromis temporaires sans renoncer à l'objectif stratégique. Ce cadre de lecture prépare la suite. Les mois à venir testeront moins la foi que la discipline collective et révéleront si l'effort consenti peut se transformer en structure durable. Pour le public qui observe cette séquence, l'enjeu n'est pas seulement burkinabé. Il touche à des expériences plus larges de dépendance et de choix contraints. Pour les citoyens des pays importateurs nets, l'histoire rappelle que la sécurité alimentaire repose souvent sur des chaînes longues et fragiles. Voir un État accepter un choc volontaire met en lumière un arbitrage rarement explicité, préférer une vulnérabilité immédiate, visible à une dépendance structurelle invisible. Cette lecture modifie la façon d'évaluer les politiques agricoles ailleurs. Pour les agriculteurs, notamment ceux confrontés à l'endettement et aux intrants coûteux, la réforme agit comme un miroir. Elle montre qu'un autre modèle est pensable, même s'il exige plus de travail et moins de garanties. Le message implicite n'est pas de copier, mais de questionner la part de contrôle réellement détenue sur les semences, les sols et les calendriers. Cette remise en cause résonne au-delà du Sahel. Pour les décideurs publics, le cas burkinabé offre un laboratoire. Il illustre comment une politique sectorielle peut devenir un levier de cohésion symbolique à condition d'assumer ses coûts et de les répartir. La figure de Ibrahim Traoré cristallise cette posture. Gouverner consiste ici moins à promettre qu'à organiser l'effort et à en expliciter le sens. Et pour finir, pour les communautés diasporiques et les publics afro-descendants, le récit dépasse l'économie. Il renvoie à une mémoire longue, celle de terres exploitées, de savoirs marginalisés, puis réinvestis. La réforme n'efface pas les difficultés, mais elle reformule la question de la dignité collective. Ce que le spectateur retient dépend alors de sa propre position. Certains y verront une prise de risque excessive, d'autres une cohérence rare. Dans tous les cas, l'expérience oblige à déplacer le regard, mesurer le progrès, non seulement en volume et en prix, mais en capacité à décider, à tenir et à expliquer pourquoi. La poursuite de la transition repose moins sur des déclarations que sur une exécution méthodique. D'abord, il faut sécuriser les semences locales. Identifier, conserver et multiplier les variétés indigènes devient une priorité opérationnelle, avec des bibliothèques de graines accessibles par province et des protocoles simples de partage. L'objectif est de réduire les goulets d'étranglement dès les prochaines saisons. Ensuite, l'objectif est l'accompagnement technique continu. Des équipes mixtes, agronomes et formateurs locaux sont chargés d'un suivi régulier, village par village. Le calendrier est clair, formation avant semis, appui pendant la croissance, évaluation après récolte. La mesure se fait en rendement net et en coûts évités, non en promesses abstraites. Puis, l'organisation des flux internes devient décisive. L'État coordonne les échanges interprovinciaux pour compenser les déficits locaux en s'appuyant sur des coopératives et des entrepôts de stockage. Le succès se mesure par la réduction des pénuries ponctuelles
et la stabilisation des prix sur les marchés urbains. Et aussi, le partage de l'effort doit rester lisible. Des mécanismes de soutien ciblés protégeant les ménages les plus exposés aux hausses transitoires. Les contributions volontaires et les fonds dédiés servent d'amortisseurs sociaux, conditionnant l'adhésion dans la durée. Et pour finir, la cohérence politique est essentielle. Le discours doit rester aligné avec les actions, sans promettre des gains rapides. En ancrant cette feuille de route dans le temps long, Ibrahim Traoré cherche à transformer une rupture en structure, en acceptant des indicateurs imparfaits à court terme pour consolider une capacité de décision durable. La réussite dépend donc d'un équilibre précis. Rigueur opérationnelle, protection sociale ciblée et constance du cap. Sans l'un de ces piliers, la transition perdrait sa crédibilité. À la fin de ce cycle, le récit revient à la terre, là où il a commencé. Dans les villages évoqués plus tôt, les gestes se répètent désormais sans surprise. Semer, composter, attendre, ajuster. Le sol rouge n'est plus un symbole abstrait, mais une présence quotidienne, parfois ingrate, parfois généreuse. Yacouba, l'agriculteur devenu repère, ne parle plus de révolution. Il parle de continuité, de ce qui a été repris lentement, sans garantie. Ce retour au motif initial éclaire le sens de la décision. La réforme n'a pas effacé la difficulté, elle l'a rendue visible, partageable, assumée. Là réside peut-être sa force émotionnelle. La dignité ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la capacité à nommer l'effort et à l'inscrire dans une histoire plus longue que l'actualité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un sauveur, ni comme un stratège isolé. Il incarne un choix collectif mis à l'épreuve du réel, avec ses lenteurs et ses tensions. Le geste politique se prolonge dans les champs, bien après les discours. La phrase qui circule, reprise de village en village, résume ce sentiment. Nourrir aujourd'hui sans s'effacer demain. Elle ne promet pas l'abondance, elle promet la tenue. Et dans un contexte marqué par l'instabilité, cette promesse, modeste mais concrète, résonne comme un point d'appui rare. La trajectoire décrite ici ne demande pas une adhésion immédiate. Elle invite plutôt à une réflexion collective au-delà du cas du Burkina Faso. Lorsque l'agriculture devient un choix politique assumé, elle interroge la manière dont les sociétés définissent la sécurité, la dignité et la dépendance acceptables. Le sol, souvent relégué à l'arrière-plan, redevient un acteur central du débat public. Pour certains, cette expérience restera un avertissement sur les risques de la rupture. Pour d'autres, elle constituera une source d'inspiration, non à reproduire à l'identique, mais à adapter. Le plus important n'est peut-être pas le résultat final, mais le processus. Rendre visibles les coûts, expliciter les choix, accepter les tensions sans les masquer. En ce sens, la démarche portée par Ibrahim Traoré pose une question ouverte plutôt qu'une conclusion. Jusqu'où une société est-elle prête à aller pour décider par elle-même de ce qui la nourrit? Et quel compromis juge-t-elle acceptable pour préserver cette capacité de choix? Le débat ne se ferme pas ici. Il se prolonge dans les comparaisons, les désaccords et les discussions à venir. C'est dans cet espace, entre prudence et audace, que chacun peut situer sa propre lecture de cette expérience.